Yo, c'est le Soskaef. On continue la lecture de Dostoïevski, Souvenir de la Maison des Morts. On en était au troisième chapitre, Premières impressions, suite. À peine Monsieur Ski, le Polonais, s'était-il éloigné, que Gazine, tout à fait ivre, fit irruption dans la cuisine. En plein jour ouvrable où chacun devait être à la corvée, avec un chef sévère qui pouvait surgir d'une minute à l'autre, avec un sous-officier en permanence, des factionnaires, des invalides, avec tout cet appareil de surveillance, l'entrée de cet ivrogne déroutait complètement les idées que je m'étais faites sur la vie du bagne. D'ailleurs, je fus très longtemps sans pouvoir m'expliquer de pareils faits qui me semblaient au début de véritables énigmes. J'ai déjà dit que les forçats s'occupaient chacun à sa manière. C'est là une exigence, toute naturelle de leur vie de prison. Mais en plus de ce besoin, un détenu prise l'argent presque autant que la liberté. Il trouve une consolation à faire sonner quelques sous dans sa poche. Il se sent mal à l'aise, triste, inquiet, découragé quand il n'en a pas, et prêt à tout pour en posséder. Néanmoins, si l'argent semblait un trésor inappréciable, son heureux possesseur ne le conservait jamais. D'abord, comment le dissimuler de manière qu'il ne fût ni volé ni confisqué. Le major découvrait-il quelques pécules durant une de ces perquisitions soudaines? Il s'en emparait aussitôt. Peut-être l'employait-il à l'amélioration de l'ordinaire. En tout cas, on le lui remettait. Mais le plus souvent, l'argent se volait. Impossible de se fier à personne. Nous découvrîmes enfin un moyen d'en garder sans danger. Nous découvrîmes enfin un moyen d'en garder sans danger. On le remettait à un vieillard qui appartenait à la confrérie de Vietka, aujourd'hui réfugié aux environs de Starodoub, pardon. On le remettait à un vieillard qui appartenait à la confrérie de Vietka, aujourd'hui réfugié aux environs de Starodoub. Je ne puis me défendre de dire quelques mots de lui, même si cela me détourne de mon propos. C'était un petit homme tout grisonnant, d'une soixantaine d'années. Il m'intrigua beaucoup dès l'abord, tant il différait des autres forçats. Son regard avait une expression si douce, si calme, que je contemplais toujours avec un plaisir particulier ses yeux clairs, lumineux, auréolés de petites rides. Je m'entretenais souvent avec lui, et j'ai rarement rencontré une telle bonté, une telle mansuétude. Il avait cependant commis un crime très grave. Certaines défections s'étant produites parmi ses coreligionnaires, le gouvernement encourageait fort les transfuges et mettait tout en œuvre pour obtenir de nouvelles conversions. Le bonhomme et quelques fanatiques de sa trempe résolurent de maintenir la vraie foi, comme il disait. Quand on voulut ériger une église orthodoxe, ils y mirent le feu. Arrêté comme l'un des instigateurs de ce crime, il fut envoyé en Sibérie aux travaux forcés. Ce petit bourgeois aisé, qui avait abandonné son commerce, sa femme, ses enfants, pour prendre résolument la route de l'exil, estimait dans son aveuglement souffrir pour la foi.
À vivre auprès de lui, à vivre auprès de lui, on se demandait malgré soi comment cet homme résigné, timide comme un enfant, avait bien pu se révolter. Je l'entrepris plusieurs fois au sujet de la foi. Il ne relâchait pas un iota de ses convictions, mais ses répliques ne décelaient jamais la moindre animosité. Cependant, il avait brûlé une église, et ne le niait point, car à ses yeux, car à ses yeux, son acte et son acceptation du martyre constituaient un honneur, une gloire. Néanmoins, j'eus beau le sonder, l'interroger, je ne remarquai jamais en lui la moindre trace d'orgueil ou de vanité. Nous avions parmi nous d'autres vieux croyants, sibériens pour la plupart, assez instruits, madrés, fort dialecticiens à leur manière, extrêmement ferrés sur les textes saints, mais intolérants, pleins d'astuce et de présomption. Notre Dieu ne leur ressemblait point. Versé sans doute plus que dans les Écritures, il fuyait toute discussion. Il avait un caractère extrêmement communicatif, demeurait gai, riait souvent. Non pas du rire grossier et cynique des forçats, mais d'un rire doux et clair, qui convenait fort bien à sa tête grise et dans lequel on sentait beaucoup de simplicité naïve. Je puis me tromper, mais il me semble qu'on connaît un homme à son rire, et que si à première rencontre, un inconnu rit d'une manière agréable, je puis me tromper, mais il me semble qu'on connaît un homme à son rire, et que si à première rencontre, un inconnu rit d'une manière agréable, le fond est excellent. On lui vouait un respect unanime dont il ne tirait pas la moindre vanité. Les forçats qu'il appelait grand-père ne l'offensaient jamais. Cela expliquait en partie son influence sur ses coreligionnaires. Toutefois, malgré la fermeté réelle avec laquelle il supportait les travaux forcés, une tristesse couvait en lui, une tristesse profonde, inguérissable, qu'il dissimulait de son mieux. Nous occupions la même chambre. Une nuit, vers 3 heures, j'entendis quelqu'un pleurer sans bruit. Le pauvre homme, assis sur le poêle, à la place même où priait auparavant le lecteur de la Bible, qui avait voulu tuer le major, lisait des prières dans un recueil manuscrit. Il sanglotait et de temps en temps prononçait Seigneur, ne m'abandonnez pas. Seigneur, donnez-moi la force. Mes petits-enfants, mes enfants chéris, jamais plus je ne les reverrai. Je ne puis dire quelle peine cela me fit. Ce fut donc à ce brave homme que petit à petit les forçats remirent leur argent. Bien qu'ils fussent presque tous voleurs, chacun d'eux s'acquit soudain la conviction qu'avec lui on pouvait être tranquille. On lui connaissait une cachette dans un endroit que personne ne saurait découvrir. Par la suite, il nous confia son secret à quelques-uns des Polonais et à moi. Dans un des pieux de la palissade se trouvait un nœud en saillie qui semblait faire corps solidement avec le tronc, mais on pouvait le retirer, ce qui produisait dans le bois un creux assez profond. Il y mettait l'argent, puis il replaçait le nœud d'une manière si adroite que personne ne se douta jamais de rien. Mais je m'écarte encore de mon sujet. Je m'étais arrêté à ceci.
Pourquoi l'argent reste-t-il si peu de temps dans la poche d'un forçat? Non seulement il lui est difficile de le conserver, mais le bagne provoque une telle tristesse. Le forçat est par sa nature même tellement assoiffé de liberté, par sa position sociale tellement insouciant, tellement désordonné, que l'idée lui vient tout naturellement de s'en donner une fois pour toutes à cœur joie, de riboter tout son sou dans le tapage et la musique, afin d'oublier, ne fût-ce qu'une minute, son abominable chagrin. Rien de plus étrange que de voir certains d'entre eux travailler des mois durant sans lever la tête, à seule fin de pouvoir dépenser un jour d'un coup tout leur gain. Après quoi, ils se courbent de nouveau avec acharnement sur le labeur, jusqu'à la prochaine bamboche. Beaucoup d'entre eux aimaient à porter des habits neufs, plus ou moins singuliers, pantalons noirs de fantaisie, cafetans courts à la sibérienne, les chemises d'indienne et les ceintures à boucles de cuivre, jouissaient aussi d'une grande faveur. Les forçats se pomponnaient le dimanche et se pavanaient aussitôt dans les chambrées pour se faire admirer sur toutes les coutures. La satisfaction de se sentir bien nippé touchait à l'enfantillage. D'ailleurs, en bien des cas, les détenus ne sont que de grands enfants. À vrai dire, toutes ces belles affaires disparaissaient brusquement. Quelquefois, le soir même, leurs propriétaires les avaient engagés ou revendus presque pour rien. Au reste, la bamboche allait en montant de diapason. Elle commençait d'ordinaire soit à une fête carillonnée, soit en l'honneur du saint patron du forçat. Le détenu, dont c'était la fête, allait dès son réveil mettre un cierge devant l'icône et y faire sa prière. Puis il s'endimanchait, se commandait un repas, de la viande, du poisson, des pâtés à la sibérienne, et s'empiffrait comme un bœuf affamé, seul presque toujours, rarement avec un camarade invité à partager le festin. Puis l'eau-de-vie apparaissait. Le forçat buvait comme une outre et rôdait dans les casernes, titubant, trébuchant, mais fier de montrer à chacun qu'il avait bu et qu'il vadrouillait, car il tenait à gagner ainsi l'estime générale. Le peuple russe éprouve une étrange sympathie pour l'ivrogne, mais au bagne, cette sympathie allait jusqu'au respect. Les riboteurs constituaient une sorte d'aristocratie. Dès qu'ils se sentaient en gaieté, le forçat exigeait de la musique. Il y avait parmi nous un Polonais condamné pour désertion, extrêmement crapuleux, mais qui possédait un violon et savait en jouer. Comme il n'avait aucun métier, son unique ressource consistait à se faire engager par un bambocheur et à lui jouer de joyeux airs de danse. Cette fonction l'obligeait à suivre sans arrêt son ivrogne de patron de chambrée en chambrée, en raclant du violon de toutes ses forces. Souvent son image, pardon, souvent, souvent son visage reflétait l'ennui, le désespoir, la lassitude. Mais au cri joue donc, animal, gagne ton argent, il s'évertuait de plus belle à manœuvrer son archet. Le détenu en ribote pouvait être certain d'avance que si son ivresse devenait trop tapageuse, on y mettrait ordre. On le coucherait, on le dissimulerait dès l'apparition d'un chef, et cela avec un complet désintéressement.
De leur côté, le sous-officier et les invalides qui veillaient au bon ordre pouvaient aussi être tranquilles. L'ivrogne ne causerait aucun trouble, toute sa chambrée ayant les yeux sur lui. Au moindre tapage, à la moindre révolte, on le ferait taire, on le faisait taire, ou tout bonnement on le ligotait. Pour cette raison, les subalternes du pénitencier fermaient les yeux. Ils savaient fort bien que s'ils ne toléraient pas l'eau de vie, les choses iraient beaucoup plus mal. Mais comment se la procurait-on? On l'achetait au bagne, même à des forçats qu'on appelait cabaretiers, et dont les affaires marchaient fort bien, encore que les buveurs et les bamboucheurs fussent peu nombreux. Toute bombance coûtait cher, et les forçats avaient trop de mal à se procurer de l'argent. Ce genre de commerce débutait, ce genre de commerce débutait, se développait et s'achevait d'une manière plutôt originale. Prenons un détenu sans métier défini et peu enclin à travailler, il y en avait, mais désireux et impatient de s'enrichir. Comme il possède quelques sous, il se décide à vendre de l'eau de vie, audacieuse, entreprise audacieuse. Le risque est gros, le risque est gros. On peut le payer avec son dos et voir en même temps argent et marchandises confisquées. Cependant, le cabaretier passe outre. Tout d'abord, n'ayant qu'une petite somme à engager, il introduit lui-même l'eau de vie, dont, cela va sans dire, il se défait avec un large bénéfice. Il répète l'expérience une seconde, une troisième fois. S'il n'est pas découvert, il possède bientôt un pécule qui lui permet de donner de l'extension à son commerce. Il devient entrepreneur, capitaliste. Il a des agents et des aides. Il risque beaucoup moins et s'enrichit beaucoup plus. Ce sont ces aides qui s'exposent pour lui. Il y a toujours au bagne des cerveaux brûlés que le jeu et la débauche ont ruinés jusqu'à la corde. Gens sans métier, pitoyables, déguenillés, mais doués jusqu'à un certain point d'audace et de décision. Ces gens n'ont plus qu'une chose en propre, leur dos. Encore peut-il servir à quelque chose? Le bamboucheur ruiné se décide donc à tirer parti de cet ultime capital. Il s'entend avec l'entrepreneur pour lui apporter de l'eau de vie. Un riche cabaretier se sert de plus pardon, un riche cabaretier se sert de plusieurs employés de ce genre. En ville, il a des accointances avec un individu, soldat, artisan, fille publique même, qui, moyennant une commission relativement élevée, achète pour l'entrepreneur de l'eau de vie dans un cabaret et va ensuite la cacher près de l'endroit où les forçats travaillent. Le fournisseur commence toujours par vérifier la qualité de la marchandise. Il remplace impitoyablement ce qu'il a ôté par de l'eau pure. C'est à prendre ou à laisser, un forçat ne peut guère faire le difficile. Il doit s'estimer heureux de ne pas perdre son argent et prendre de l'eau de vie telle qu'elle. Le fournisseur voit donc venir à lui les porteurs indiqués à l'avance par le cabaretier. Ils ont sur eux des boyaux de bœuf que l'on a au préalable nettoyés et remplis d'eau pour leur conserver fraîcheur et souplesse. Quand l'eau de vie a été transvasée,
les détenus enroulent les boyaux autour de leur corps, autant que possible dans les endroits les plus secrets. Là se montre toute l'adresse, tout l'esprit de ruse du contrebandier. Son honneur se trouve en jeu. Il s'agit de tromper et surveillants et factionnaires. Et il les trompe. Un bon contrebandier s'arrange pour que son soldat d'escorte, bien souvent une recrue, n'y voie que du feu. Bien entendu, le forçat étudie tout d'abord son homme. Il prend aussi en considération l'heure et l'endroit de la corvée. Si par exemple il est chauffeur à la briqueterie, il monte sur le four. Qui donc ira voir ce qu'il y fait? Quand il rentre au bagne, il tient à tout hasard une pièce de 15 ou 20 kopecks dans sa main, puis il attend à la porte le caporal de garde, lequel est tenu d'examiner et de fouiller, avant qu'on ouvre la porte, tout détenu qui revient du travail. Le porteur d'eau de vie espère, le porteur de vie espère qu'on ne lui fera pas la honte de le palper minutieusement certains endroits. Mais il arrive qu'un caporal dégourdi y aille tout droit et qu'il découvre l'eau de vie. Une dernière chance reste alors au contrebandier. À l'insu du soldat d'escorte, il glisse dans la main du caporal la pièce d'argent préparée à cette intention. Cette manœuvre lui permet le plus souvent de pénétrer sain et sauf dans la forteresse. Mais quelquefois, l'affaire tourne mal. Il ne doit plus alors compter que sur son dernier capital, c'est-à-dire son dos. On fait un rapport au major, on laboure sans pitié le capital et l'on confisque le corps du délit. Dans ce cas, le contrebandier prend tout sur lui et se garde bien de dénoncer l'entrepreneur. Non pas qu'il craigne d'être déshonoré par cette délation, mais tout bonnement parce que cette délation ne lui servirait à rien. Il serait quand même fustigé et verrait, pour toute consolation, l'entrepreneur fustigé en sa compagnie. Or, il a encore besoin de celui-ci, bien que, selon l'usage et les engagements pris d'avance, il ne touche pas un traître sou pour son dos en compote. D'ailleurs, la délation est au bagne monnaie courante. Le délateur n'encourt aucun mépris, ne soulève aucune indignation, on ne le tient pas à l'écart, on se lie même d'amitié avec lui. Si quelqu'un se mettait en tête de démontrer au forçat la vilainie de la délation, aucun d'eux ne la comprendrait. Cet ancien noble, débauché et crapuleux, avec lequel je rompis toute relation dès le début, avait pour ami Fedka, l'ordonnance du major. Il lui servait d'espion, et Fedka rapportait à son chef tout ce que l'autre lui apprenait. Nul ne l'ignorait, mais jamais personne ne songeait à corriger ce gredin, ni même à lui faire la moindre remontrance. Mais me voilà de nouveau loin de mon sujet. Quand l'eau de vie pénètre sans encombre, l'entrepreneur s'empare des boyaux, paye le contrebandier et se prend à calculer. Estimant que la marchandise lui revient fort cher, il juge bon d'augmenter son bénéfice en y ajoutant à son tour jusqu'à une bonne moitié d'eau. Le voilà enfin tout à fait prêt, il peut attendre le chaland. Le dimanche suivant, quelques fois plus tôt, le chaland se présente sous les espèces d'un détenu qui a travaillé plusieurs mois comme un bœuf de labour et amassé sou à sou de quoi faire ribote au jour qu'il s'est fixé d'avance. Depuis longtemps et à travers son sommeil et durant son travail, le misérable s'est fait de cette date un enchantement.
La pensée de la fête future l'a soutenu dans sa pénible vie. Enfin, l'aurore de ce beau jour vient de luire, et comme l'argent amassé n'a été ni volé ni confisqué, il l'apporte au cabaretier. Celui-ci lui sert d'abord de l'eau de vie, autant que possible pure, c'est-à-dire à peine baptisée 2 fois, mais à mesure que la bouteille se vide, il la remplit avec de l'eau. Dans ces conditions, la tasse se payant 5 ou 6 fois plus cher qu'au cabaret, on s'imagine combien il faut en boire et quel argent il faut débourser pour atteindre l'ébriété. Toutefois, vu le manque d'habitude et l'abstinence préalable, le forçat s'enivre assez vite. Mais d'ordinaire, il continue de boire jusqu'à ce qu'il n'ait plus le sou. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus le sou. Alors, comme le cabaretier exerce aussi l'usure, le fêtard engage toute sa défroque. D'abord ses beaux habits neufs, puis ses vieilles frusques, enfin les effets qu'il tient du gouvernement. Son dernier chiffon, une fois bu, l'ivrogne se couche et quand le lendemain il se réveillera avec l'inévitable mal de tête, il priera en vain le cabaretier de lui donner une goutte de vie pour le remettre d'aplomb. Alors tristement, il endurera son malaise et se remettra incontinent au travail. De nouveau, il va s'échiner pendant quelques mois en regrettant la bienheureuse journée. Mais peu à peu, il reprendra courage et attendra un autre jour semblable, encore lointain peut-être, mais qui finira bien par luire. Quant au cabaretier, lorsqu'il a gagné une somme énorme, quelques dizaines de roubles, il prépare une dernière provision d'eau de vie, point baptisée celle-là, car il se la destine. Assez trafiqué, il va s'amuser à son tour. Et la boboche et la bamboche commencent. Boisson, repas, musique. Il a de quoi, hein. Il peut graisser la patte aux autorités subalternes. La fête dure quelquefois plusieurs jours. Bien entendu, la provision d'eau de vie est vite épuisée. Alors il va trouver ses confrères qui l'attendent de pied ferme et continuer à boire tant qu'il lui reste un sou. En dépit de la surveillance des détenus, il arrive qu'un riboteur tombe sur le regard du major ou d'un officier. On l'emmène alors au corps de garde, on lui confisque son argent, si on en trouve sur lui, et finalement on lui administre les verges. Il les subit, se relève, se secoue, rentre à la caserne et reprend au bout de quelques jours son métier de cabaretier. On trouve parfois, parmi ces bamboucheurs, j'entends parmi les riches, quelques amateurs du beau sexe. Pour une grosse somme, le garant, pardon, pour une grosse somme, pour une grosse somme, le galant, pour une grosse somme, le galant corrompt son soldat d'escorte, et tous deux, au lieu de se rendre à la corvée, gagnent à la dérober un faubourg éloigné. Là, dans un petit coin, bien tranquille, tout au bout de la ville, on festoie, on dépense réellement sans compter. L'argent d'un forçat n'inspire pas plus de dégoût que celui d'un autre homme. Et d'ailleurs, le soldat d'escorte, lui-même candidat aux travaux forcés, a eu soin de dresser ses batteries à l'avance. Comme l'argent arrange tout, ces petits voyages demeurent presque toujours secrets. Il faut avouer cependant que, du fait qu'ils coûtent trop cher, ils sont plutôt rares. Les amateurs du beau sexe ont recours à d'autres moyens, cela sans danger. Tout au début de mon temps de bagne, un jeune détenu fort avenant, appelé Sirotkin, piqua particulièrement ma curiosité.
Il me parut plutôt énigmatique à beaucoup d'égards. La beauté de son visage m'avait frappé. Il ne devait pas avoir plus de 23 ans. Comme il faisait partie de la section spéciale, on devait le croire un dangereux criminel. Tranquille et doux, il parlait peu et souriait rarement. Il avait les yeux bleus, les traits réguliers, le teint pur, les cheveux d'un blond cendré. Son crâne mi-rasé ne le déparait même pas, tant il était bien tourné. Il n'exerçait aucun métier, mais se procurait assez souvent de l'argent par petites sommes. D'une paresse insigne, Sirotkin soignait peu sa tenue. Mais si quelqu'un lui faisait cadeau, par exemple, d'une blouse rouge, il ne cachait pas sa joie et allait se pavaner dans toutes les chambrées. Il ne buvait pas, ne jouait pas aux cartes, ne se querellait presque jamais. Il se promenait parfois derrière les baraques, les mains dans les poches, tranquillement, pensivement. À quoi pouvait-il bien songer? Si on l'appelait ou si on lui posait une question, il répondait aussitôt avec une sorte de déférence inaccoutumée chez les forçats, par quelques mots brefs, sans bavardage inutile, en fixant sur vous un regard d'enfant de 10 ans. Avait-il quelque argent, il ne s'achetait rien d'indispensable, ne donnait pas sa veste à rapiécer, ne se payait pas de bottes neuves, mais se procurait des croissants ou du pain d'épices, qu'il dévorait comme un bambin. Eh, Sirotkin, lui disaient les forçats, pauvre petit orphelin de Kazan. Aux heures de loisirs, cet unique désœuvré errait d'une caserne à l'autre parmi les gens occupés à leurs besoins particulières. Quelqu'un lui lançait-il une apostrophe railleuse? On se moquait souvent de lui et de ses camarades. Il faisait demi-tour sans répondre et filait dans une autre caserne. Quelquefois, quand on dépassait par trop les bornes, il rougissait. Je me demandais quel crime avait bien pu commettre cet être simple et paisible. Pendant un de mes séjours à l'hôpital, je l'eus pour voisin de lit. Le soir venu, nous liâmes la conversation. Il s'anima par hasard et me conta comment on l'avait fait soldat, comment sa mère l'avait accompagné en pleurant, quel tourment il avait enduré au bataillon. Il ne put jamais s'habituer à cette vie à cause de la dureté des chefs, toujours mécontents de lui. Et après, lui demandai-je, quel méfait t'a donc conduit ici? Et dans la section spéciale encore. Ah, Sirotkin, Sirotkin. C'est vrai, Alexandre Petrovitch, je n'ai passé qu'un an au bataillon. Et je suis ici pour avoir tué Grigori Petrovitch, mon capitaine. Je l'ai entendu dire, Sirotkin, mais je ne le croyais pas. Alors c'est vrai, tu as tué quelqu'un. Que voulez-vous, Alexandre Petrovitch? Je ne pouvais plus y tenir. Mais les autres recrues, voyons, il faut bien qu'elles s'y fassent. Évidemment, les débuts sont difficiles, mais on s'habitue, que diantre. On finit par devenir un bon soldat. Ta mère t'aura gâté, elle t'a nourri au pain d'épices et au laitage jusqu'à tes 18 ans. C'est vrai que ma mère m'aimait beaucoup. Quand je suis parti soldat, elle s'est mise au lit. Et à ce qu'on m'a dit, elle ne s'est plus relevée. Je n'en pouvais plus. Le capitaine, le capitaine m'avait pris en grippe. Il me punissait tout le temps. Et pourquoi?
J'obéissais à tout le monde, je faisais attention à mon service, je ne buvais pas, je n'avais point de vice, et cela, voyez-vous, Alexandre Petrovitch, c'est mauvais quand un homme se met à avoir un vice. Tout le monde était si cruel, je ne savais à qui confier mon chagrin. Je me fourrais quelquefois dans un coin pour y pleurer tout mon saoul. Une fois, on m'avait fait prendre ma faction au corps de garde, près du râtelier d'armes. Le vent d'automne soufflait, la nuit était si noire qu'on ne y voyait pas à se planter les doigts dans les yeux. Alors, le malaise m'a serré la gorge, et quel malaise! Tout à coup, tout à coup, je mets l'arme au pied, j'enlève la baïonnette, je la pose à côté de moi, je retire ma botte droite et je presse la détente avec mon gros orteil. Mais le coup rate. J'ai examiné mon fusil, vérifié les lumières, versé une charge de poudre fraîche, rajusté la pierre et de nouveau j'appuie le canon contre ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a encore? La pousse s'enflamme, mais le coup ne part toujours pas. Je renfile ma botte, j'ajuste de nouveau ma baïonnette et je me fais faire les 100 pas en silence. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en finir. Plutôt le bagne que cette chaîne de vie. Au bout d'une demi-heure, le capitaine qui faisait la grande ronde arrive tout droit sur moi. Alors qu'il dit « C'est comme ça qu'on se tient, qu'on est de faction ». J'empoigne mon fusil et je lui plante la baïonnette jusqu'à la garde. Ça m'a valu 4000 coups de verge et mon envoi dans la section spéciale. Il ne mentait pas. Mais pourquoi l'avait-on déporté dans la section spéciale? Ce genre de crime entraîne d'habitude un châtiment moins sévère. Seuls des 15 individus qui constituaient cette section, Sirotkin pouvait se vanter d'être beau. Sauf 2 ou 3 physionomies à peu près supportables, tous les autres faisaient peur à voir. Longues oreilles décollées, trahis d'eux, habillés en désordre, et parmi eux quelques têtes blanches. Si les circonstances le permettent, je donnerai un jour des détails sur eux. Sirotkin était souvent en amitié avec Gazine, que nous avons vu au début de ce chapitre pénétrer en chancelant dans la cuisine, exprès semble-t-il, pour dérouter les idées que je m'étais faites sur la vie de bagne. Cet effroyable individu produisait sur tout le monde une impression d'angoisse et d'horreur. Il m'a toujours paru impossible de trouver créature plus féroce, plus abominable. J'ai vu à Tobolsk le brillant Kameniev, dont les crimes sont célèbres. J'ai vu plus tard le déserteur Sokolov, affreux meurtrier lui aussi. Mais ni l'un ni l'autre ne m'inspirèrent autant de dégoût que Gazine. Je me croyais parfois en présence d'une araignée énorme, gigantesque, de la taille d'un homme. C'était un Tatar, dont la force monstrueuse dépassait celle de tous les forçats. D'une taille au-dessus de la moyenne, bâti en Hercule, pourvu d'une tête difforme, démesurée, il marchait le dos voûté et le regard en dessous. Des bruits étranges couraient sur son compte. On savait qu'il venait du régiment, mais les détenus prétendaient à tort ou à raison que c'était un évadé de Nertchinsk. Déporté plus d'une fois en Sibérie, il avait pu s'enfuir et changer de nom pour échouer finalement dans notre section spéciale. On racontait aussi qu'il prenait autrefois plaisir à massacrer les petits-enfants. Il les entraînait dans un endroit favorable, les tourmentait, les martyrisait, et après avoir pleinement joui de leur effroi, de leurs palpitations, il les tuait lentement, posément, en savourant sa joie. Tout cela n'était peut-être que des racontars.
engendrée par l'impression pénible que Gazine causait à tous. Mais ses inventions cadraient avec son allure, avec son visage. Cependant, quand il n'avait pas bu, il se conduisait d'une manière très raisonnable, toujours imperturbable, ne cherchant chicane à personne, évitant les disputes. Il paraissait mépriser ses camarades et se croire au-dessus d'eux. Peu loquace, il faisait preuve d'un caractère intentionnellement renfermé. Ses mouvements demeuraient lents, tranquilles, posés. Ses yeux décelaient de l'intelligence et une ruse extrême. Son visage, son sourire avaient une expression uniformément arrogante, railleuse, cruelle. C'était un des plus riches cabaretiers du bagne. Mais 2 fois l'an, il buvait outre mesure et montrait au grand jour toute la bestialité de sa nature. Plus il s'enivrait, plus il criblait les gens de railleries mortifiantes, savamment calculées, qui semblaient avoir préparé longtemps à l'avance. Parvenu au paroxysme de l'ivresse, il devenait furieux, empoignait un couteau et jetait sur les détenus. Connaissant sa force prodigieuse, ceux-ci le fuyaient et se cachaient, car il attaquait tous ceux qu'il rencontrait. Mais bientôt on trouva le moyen de le réduire. Une dizaine d'hommes se précipitaient sur lui et le rouaient de coups en pleine poitrine, en plein ventre, sous le cœur, dans le creux de l'estomac. On ne saura rien imaginer de plus cruel. Et cela, jusqu'il ait eût perdu connaissance. Pareil traitement aurait tué tout autre que Gazine, mais avec lui, on ne risquait rien. Après la correction, on l'enveloppait dans sa peau de mouton et on l'étendait sur le bas-flanc. Qu'il cul son eau de vie maintenant, le salaud. En effet, le lendemain, il se levait presque d'aplomb et s'en allait à la corvée, l'air sombre, en silence. Chaque fois que Gazine se mettait en ribote, tout le monde savait comment la journée finirait pour lui. Il le savait aussi, mais se saoulait quand même. Quelques années passèrent de la sorte. Enfin, on remarqua un changement dans Gazine. Il se plaignait de toutes sortes de maux, maigrissait à vue d'œil, fréquentait de plus en plus l'hôpital. Il baisse, disaient de lui les détenus. Le jour de mon arrivée, il entra dans la cuisine pendant que j'y étais encore, suivi du vilain polonais au violon que les fêtards engageaient pour compléter leur réjouissance. Il s'arrêta au milieu de la pièce et dévisagea en silence tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, m'apercevant avec mon camarade, il planta sur nous un regard moqueur cruel, et avec le sourire satisfait de quelqu'un qui prépare un bon tour. Il s'approcha en chancelant de notre table. « Pourrait-on demander, dit-il, si vos rentes vous permettent de boire du thé ici ?» J'échangeai un regard avec mon camarade. Nous comprîmes que mieux valait nous taire. À la première contradiction, sa furie se serait déchaînée. « Ainsi vous avez de l'argent, continua-t-il. Vous en avez un bon paquet, hein. Mais dites-moi, c'est pour siroter votre thé que vous voilà au bagne. Mais répondez donc, nom d'un... » Voyant que nous étions décidés à nous taire, à ne lui prêter aucune attention, il devint pourpre et se mit à trembler de rage. Il aperçut à côté de lui, dans le coin, une lourde planche sur laquelle on rangeait les morceaux de pain destinés à nos repas. Elle était assez grande pour contenir la ration de la moitié des détenus. À ce moment, on ne s'en servait pas. Il la saisit à 2 mains et la brandit au-dessus de nos têtes. Encore un instant, il nous fracassait le crâne. Un meurtre ou une tentative de meurtre amenait toujours les plus graves ennuis. Enquête, perquisition, redoublement de sévérité.
Aussi les détenus s'appliquaient-ils de toute leur force à éviter de semblables excès. Et cependant, pas un ne bougea. Pas une voix ne s'éleva pour nous défendre. Pas un cri ne fut poussé contre Gazine. Leur haine contre les nobles allait si loin qu'ils se réjouissaient de nous voir en danger. Mais l'affaire prit un tour inattendu. À la minute même où Gazine allait lâcher la planche, quelqu'un lui cria de la porte: Gazine, on t'a volé ton eau de vie. Il laissa choir la planche sur le sol et se précipita comme un insensé hors de la cuisine. Allons, le bon Dieu les a sauvés, dirent entre eux les forçats, et longtemps ils le répétèrent. Allons, le bon Dieu les a sauvés, dirent entre eux les forçats, et longtemps ils le répétèrent. Je n'ai jamais pu savoir si le vol de l'eau de vie était réel ou s'il en avait simulé pour nous sauver. Ce soir-là, avant la fermeture des casernes, j'allais me promener le long des palissades dans l'obscurité commençante. Une lourde tristesse m'était tombée dans l'âme. Une tristesse telle que jamais plus durant tout mon séjour au bagne, je n'en éprouvais de pareil. Le premier jour d'internement est particulièrement pénible à supporter dans une prison, dans une casemate, comme dans un bagne. Mais il m'en souvient, je ruminais déjà une question qui me tourmenta sans répit au cours de ma réclusion, et qui aujourd'hui encore me paraît en partie insoluble, à savoir l'inégalité du châtiment pour des crimes similaires. Car en vérité, aucun crime n'est tout à fait semblable à un autre. Prenons par exemple 2 assassinats. On a pesé toutes les circonstances et infligé aux 2 coupables un châtiment presque identique, malgré les différences assez sensibles qui existent entre eux. L'un prétend une légende en honneur chez les forçats, l'un a tué pour rien, pour un oignon, embusqué sur la route. Il a assassiné un pauvre diable qui passait, et il n'a trouvé sur lui qu'un malheureux oignon. Et quoi, mon père, tu m'as envoyé faire du butin? J'ai tué une âme chrétienne, et je n'ai trouvé sur lui qu'un oignon. Imbécile. Un oignon, ça vaut un kopek. 100 âmes, ça fait 100 oignons. Et 100 oignons, ça fait un rouble. L'autre a tué un débauché tyrannique pour sauver l'honneur de sa fiancée, de sa sœur, de sa fille. Celui-ci, cerf fugitif à moitié mort de faim peut-être. Pardon. L'autre a tué un débauché tyrannique pour sauver l'honneur de sa fiancée, de sa sœur, de sa fille. Celui-ci, cerf fugitif à moitié mort de faim peut-être, a tué un des policiers lancé en foule à sa poursuite pour défendre sa liberté et sa vie. Celui-là égorge par plaisir de jeunes enfants. Il trouve une satisfaction à sentir leur sang chaud couler sur ses mains. Il se réjouit de leur effroi, de leur dernier sursaut de petits pigeons égorgés. Pourtant, les uns et les autres subissent la même peine. Il y a bien une variante dans la durée du châtiment, mais elle est peu de choses par rapport à la variété dans la même espèce de crime. Autant de caractères, autant de différences. Vous objecterez qu'on ne saurait aplanir ces différences, qu'elles représentent une énigme insoluble, la quadrature du cercle. Soit, laissons de côté cette inégalité.
Considérons-en une autre, celle des suites du châtiment. Tel condamné se consume, fond comme une chandelle. Tel autre ne se doutait pas auparavant qu'il exista de par le monde une vie aussi réjouissante, un cercle aussi agréable de hardis lurons, car au bagne on trouve même de ces gens-là. Tel détenu, homme cultivé, en proie au remords d'une conscience affinée, aux tortures d'une souffrance morale devant lesquelles pâlit tout autre châtiment, porte sur son crime un jugement beaucoup plus implacable que la loi la plus sévère ne pourrait le faire. Et à côté de lui, tel autre ne songe pas une seconde, durant toute sa détention, au forfait dont il s'est rendu coupable. Il estime même avoir bien agi. D'aucuns vont jusqu'à commettre un crime tout exprès pour aller au bagne et se débarrasser ainsi d'une existence infiniment plus pénible. En liberté, le malheureux vivait peut-être dans la pire des dans la pire des abjections. En liberté, le malheureux vivait peut-être dans la pire des abjections, ne mangeait jamais à sa faim, travaillait pour un patron de l'aube à la nuit. Au bagne, le labeur est moins lourd, le pain plus abondant et de meilleure qualité. On mange de la viande le dimanche et les jours de fête. On reçoit des aumônes, on peut gagnoter quelques sous. Et quelle société! Des gens délurés, malins, qui la connaissent dans les coins. Aussi un infortuné de ce genre regarde-t-il ses camarades avec une admiration respectueuse. Il n'a jamais vu leur pareil, il les tient pour la crème des hommes. Se peut-il vraiment que l'on impose un châtiment identique à des êtres aussi dissemblables? Mais, euh, mais à quoi bon s'occuper de questions sans réponse? Le tambour bat, il faut rentrer à la chambrée.